Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle série consacrée à l'intelligence artificielle et à ses applications dans le monde de l'entreprise. Cette série se nomme Succès IA, mon nom est Mathieu Barrault et j'ai l'honneur d'être votre guide pour vous accompagner dans cette nouvelle aventure qui vous fera découvrir les histoires à succès réalisées par les équipes du CRIM. Le CRIM célébrera bientôt ses 40 années d'existence, ce qui en fait l'une des plus anciennes institutions québécoises dans le domaine de l'IA. Située à Montréal, au cœur du quartier regroupant les plus grands acteurs de l'IA aux réputations internationales, le CRIM est un partenaire privilégié pour les entreprises et les industries en quête de solutions à leurs défis technologiques et stratégiques. Chaque jour, le CRIM imagine et conçoit des solutions sur mesure en intelligence artificielle pour répondre aux objectifs de ses clients. C'est dans les locaux du CRIM que je vous accueillerai pour animer notre nouvelle série, depuis un tout nouvel espace, le studio, un lieu conçu au cœur de nos bureaux pour recevoir nos invités et discuter de leur parcours. Vous souhaitez en savoir plus sur les dernières avancées en application de l'IA ? Vous êtes passionné par les histoires à succès qui transforment notre monde, alors ne manquez pas une seule de nos émissions captivantes. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne pour ne rater aucun épisode de Succès IA. Partons ensemble à la découverte d'histoires inspirantes en intelligence artificielle à la rencontre de Succès IA. Intelligence artificielle. Données. Traitement automatique du texte. Vision par ordinateur. Parole. Données structurées. Série temporelle. IA multimodale. Géospatiale. IA générative. Développement logiciel. IA de confiance. Succès IA, une production du CRIM. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Succès IA, votre rendez-vous pour découvrir les histoires à succès réalisées par les équipes du CRIM. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'entreprise S2I Canada, pour qui le CRIM a réalisé une preuve de concept pour aider les personnes malvoyantes et aveugles à se déplacer en ville avec plus de sérénité. Ceci grâce à un dispositif portatif équipé d'une caméra générant des flux vidéo pour lequel le CRIM a développé une IA qui analyse en temps réel les scènes urbaines permettant de prévenir les situations à risque, comme un sol verglacé ou encore des obstacles comme un banc sur le trottoir. Pour en parler avec moi, j'accueille l'équipe S2I Canada dans notre studio. Maxime Lucas, bienvenue dans Succès IA, je suis heureux de vous recevoir. On va aborder ensemble l'expérience que vous avez pu avoir avec le CRIM à travers un projet que vous nous avez confié. Vous travaillez pour une entreprise donc, qui s'appelle S2I Canada. Est-ce que vous pourriez commencer par nous expliquer quelles sont les activités de S2I Canada ? Qu'est-ce que vous faites en fait dans cette entreprise ? Bonjour Mathieu, merci de l'invitation, ravi de participer également à ce podcast. Je me présente, moi je suis Maxime Reynaud et je suis donc chargé de projet pour le département R&D chez S2I Canada. Moi de mon côté, Lucas Monteil, je suis lead développeur / tech lead du pôle R&D S2I Canada. J'ai pris mes fonctions assez récemment, je suis arrivé en avril au Canada et à Montréal plus généralement. Donc voilà. Enchanté. Et S2I Canada, donc quelles sont les activités de S2I Canada ? Qu'est-ce que ça fait comme activité ? S2I Canada, c'est une société de consulting en technologie de l'information et en ingénierie. Donc voilà, on a vraiment ces deux pôles. Côté technologie de l'information, on va être plutôt présent dans le secteur bancaire, par exemple avec la Caisse des Jardins ou la BNC. Donc on va avoir des consultants qui travaillent chez nos clients dans le domaine du bancaire. Et d'un autre côté, on a la côté ingénierie. Et là, on va être plutôt positionné sur le secteur aéronautique, donc notamment un de nos plus grands clients, et on travaille beaucoup avec Airbus Canada. Et donc ce pôle R&D, justement, c'est un pôle en interne qui se veut un peu réunir ces deux mondes, à la jonction de ces deux mondes, où
c'est finalement un pôle scientifique qui va nous permettre de nous développer nos compétences en relation avec la TI et avec l'ingénierie. Et S2I Canada, est-ce que c'est une organisation qui est familière avec l'intelligence artificielle? Eh bien, de plus en plus, notamment par le projet qu'on a réalisé avec le CRIM, on va en parler. Mais pour donner un petit peu de contexte, oui, donc le département d'R&D de S2I Canada, il a été créé en 2018 maintenant. Et on a eu plusieurs projets d'IA jusqu'à date. Le premier, c'était le projet du drone Saint-Bernard. Donc c'était un drone donc finalement semi-autonome qui se déplaçait au-dessus des stations de ski, notamment en région montagneuse, pour détecter automatiquement des personnes en détresse, qui notamment donc avec un algorithme qui détectait des signes de bras d'une personne qui pouvait être en détresse. Donc il y avait déjà cette composante, ce qu'on appelle détection et évitement, de reconnaissance d'obstacles pour les éviter. Donc ça c'était un premier projet, gros projet. Et puis le deuxième, c'était plutôt tourné sur l'agriculture intelligente. Donc on a beaucoup de colza en France, au Canada, pardon, notamment dans l'Ouest canadien. Ouais. Et il y a une maladie qui s'appelle le club root. Donc on prenait des images multispectrales par drone du champ, et on avait développé un algorithme pour détecter automatiquement la localisation de cette maladie dans le champ, et donc permettre aux agriculteurs d'aller spécifiquement traiter cette maladie de manière très précise dans le champ. Donc là aussi, il y avait une composante, on utilisait les réseaux de neurones typiquement pour détecter ces maladies du club root dans les champs de colza. Pour éviter que la maladie se propage. Se propage, exactement, ouais. C'est tout ça. Donc voilà, c'est deux gros projets donc lesquels on a été familier avec l'IA. Et maintenant, le troisième projet dont Lucas va parler plus particulièrement par la suite. Ouais. Et quand vous avez décidé de débuter donc, certains projets en intelligence artificielle, est-ce que ça a aussi induit une réflexion sur le modèle d'affaires de S2I Canada? Est-ce que vous sentez que ça influence quand même, l'intelligence artificielle influence votre modèle d'affaires et que ça va peut-être s'orienter un peu plus vers ces activités-là? Ouais, très bonne question. Je me permets de l'apprendre encore, Lucas, ça te dérange sur le développement des affaires. Je pense qu'on viendra dans la technique par la suite. Tout à fait. Non, c'est donc effectivement, on sent de la part de nos clients de plus en plus que l'IA est dans la bouche de plusieurs personnes. Mais on a ce sentiment, en fait, aujourd'hui, je dirais qu'on est en phase d'exploration. On se prépare finalement à ce mouvement. Chez nos clients, en tout cas, on en parle beaucoup de l'IA, mais pour l'instant, on ne sent pas encore totalement ce besoin directement. Par contre, on ne veut pas louper la marche, et donc on veut se préparer en amont, justement par ce pôle R&D, pour le jour où on va vraiment avoir des besoins en IA, et on commence à sentir cette demande qui vient, et on sera quelque part un petit peu préparé. On aura ce pôle IA, ces compétences en interne qui se développent pour être prêt le jour J. Alors je dis pas que c'est pas encore aujourd'hui, mais voilà, on est en phase d'exploration pour l'instant. Et donc sur le projet en intelligence artificielle, plus particulièrement sur lequel vous avez collaboré avec le CRIM, est-ce que vous vous souvenez dans quel contexte vous êtes arrivé au CRIM, dans quel état d'esprit vous êtes arrivé pour nous consulter? Ouais, je vais la laisser aussi à Maxime, parce que c'était avant ma prise en fonction, et c'est lui qui avait pris contact. Oui, tout à fait. Et je me souviens très bien encore de cet appel, Mathieu, c'était un soir de février, il faisait très froid, tard le soir, il faisait nuit dehors, je me souviens. Non, c'est ça, je me souviens de cet appel très enrichissant. Donc on a déjà entendu parler du CRIM grâce à Prompt, le RSRI Prompt. Ouais. Et puis on arrive dans cet état d'esprit, donc on voulait continuer à faire un projet d'IA. Et dans nos projets passés, en fait, on a toujours un petit peu externalisé l'IA, puisqu'on n'avait tout simplement pas la compétence en interne. Maintenant, aujourd'hui, on a cette volonté de l'internaliser. Et donc, on avait cette idée de projet, mais on n'avait pas cette compétence en interne de l'IA. Donc, faire appel à un centre de recherche comme le CRIM, ça prenait tout son sens pour nous. Donc, justement, pour dérisquer un peu ce côté, toutes ces problématiques liées à l'IA. Et puis, derrière, nous s'occuper plutôt de l'intégration de cette composante IA dans notre système. Ouais. Tout à fait. Et comment l'idée de ce projet est-elle née, en fait? Est-ce que vous pouvez m'en parler? Parce que moi, je me souviens très bien de nos premiers échanges. C'est moi qui avais eu la chance de vous avoir en premier contact. Comment on arrive à penser ce type de projet et à se dire, on veut aller vers là? C'est en interne avec les collaborateurs S2I au début, il me semble. C'est ça, exactement. C'est ça. Donc Lucas, c'était
juste aussi avant ton arrivée, donc cette phase d'idéation, elle s'était créée par une session de remue-ménage finalement avec les collaborateurs. On avait organisé plusieurs sessions, on avait donc regroupé une dizaine de collaborateurs autour de la table. Et c'était pas que de l'oral, on avait aussi une partie écrite, c'est-à-dire qu'on avait tous mis des grandes feuilles A3 devant nous. Et puis, on avait 4 minutes pour énoncer 2 problématiques qu'on voit dans la société. Donc en 4 minutes, vous imaginez bien qu'on n'a pas vraiment le temps de penser, donc les idées fusent un petit peu. Et donc chacun écrivait sa problématique, et au bout des 4 minutes, top chrono, on fait passer la feuille à son voisin de droite. Et là, le chrono redémarre, 4 minutes, et on doit écrire cette fois des solutions en fait, à ces problématiques. Les 4 minutes, c'est cool. Rebelote, on remet à droite, et ça tourne jusqu'à finalement faire un tour. Et donc là, en fait, on se retrouve avec des grandes feuilles A3, des problématiques de société, et tout un tas de solutions. Alors, il y a eu des choses dedans vraiment très drôles, des choses un peu inimaginables, irréalisables. Mais tout ça pour dire que c'est de là qu'est née vraiment l'idée du projet I Can See, pour le jeu de mots avec S2I. Voilà, c'était en lien vraiment avec nos valeurs RSE d'S2I Canada. Donc c'est venu des collaborateurs eux-mêmes, cette idée. Et puis au fil en aiguille, on a un peu affiné le projet parce que de ces grandes feuilles A3, on a construit la problématique, on a étudié les risques potentiels, on a étudié quels seraient les verrous technologiques. Puis après, on est rentré en contact avec le CRIM qui nous a aussi aidé à affiner cette idée-là. Et effectivement, c'est dans ce contexte-là donc vous êtes arrivé au CRIM avec une idée assez relativement précise de ce que vous vouliez faire, mais pas trop comment. Et je me rappelle que dans nos premiers échanges, en fait, moi je vous avais évoqué de participer au programme Numeria, en fait, qui est un programme d'adoption sur l'intelligence artificielle et qui permet en fait d'avoir accès à des experts pendant une durée donnée et d'échanger sur des éléments techniques et de risques en fait associés au projet et de pouvoir commencer déjà, dans le jargon on appelle ça scoper le projet, structurer le projet. Et est-ce que pour vous ça vous a permis de voir les choses prendre forme un peu plus concrètement peut-être? Oui, totalement. Notamment sur les, on va dire les risques et surtout les incertitudes technologiques. Et ça, je pense que Luquette, tu pourrais aussi aider sur ces incertitudes technologiques qui ont été décelées, parce que c'est toi aujourd'hui qui travaille, le CRIM en premier lieu, mais maintenant toi qui intègre ces idées-là. Donc, Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y avait plusieurs incertitudes technologiques qu'on soupçonnait à la jeunesse du projet. Et on avait besoin justement d'être accompagné et d'avoir un avis extérieur et plus expérimenté. Maxime l'a mentionné plusieurs fois, même si sur les projets précédents au sein du pôle R&D d'S2I Canada, on commençait déjà à s'orienter vers l'IA et la computer vision en général. C'est un sujet sur lequel on est encore loin d'être expert. Et donc on soupçonnait des incertitudes technologiques qu'on est en train de confirmer actuellement, parce ça y est, on est un petit peu dans le run du projet, et qui ont aussi été confirmées on en reparlera après, mais dans la preuve de concept qui a été fournie suite à notre collaboration avec le CRIM, où il y a eu un travail de veille technologique et de recherche conséquent qui a été fait, qui ont permis aussi de mettre sur papier et de confirmer ces incertitudes. Et donc votre projet, est-ce que vous pouvez m'en parler alors? Oui, c'est vrai qu'on a parlé là de nos 2 derniers projets, Route Detect et le drone Saint-Bernard. Et donc le projet sur lequel on travaille actuellement s'appelle I Can See, donc Maxime a déjà expliqué un petit peu d'où le nom venait. Mais c'est un système d'aide à la navigation destiné aux personnes aveugles et malvoyantes. Donc les PAM, tels qu'on les appelle pour raccourcir un petit peu. Un système qui est censé les aider à naviguer dans un premier temps dans un environnement urbain, donc en détectant un certain nombre d'obstacles et de situations qui peuvent se produire en milieu urbain. Par exemple, on sait qu'au Canada, à Montréal notamment, les rues en travaux, c'est quelque chose de très fréquent. Donc c'est typiquement un scénario où des obstacles typiques, des personnes, des bancs, des arbres, de détecter ces obstacles et de trouver des moyens de notifier, de communiquer avec l'utilisateur pour les aider à mieux naviguer, c'est-à-dire soit éviter les obstacles quand ils se présentent à eux, soit changer d'itinéraire quand on détecte qu'on va rentrer dans un cas de figure où il pourrait y avoir plusieurs obstacles. Et donc ce projet, il est assez multidisciplinaire parce qu'on a une
le cœur de notre projet, hein, il y a une grosse brique IA évidemment, Sûr. on doit développer et travailler sur un algorithme de détection d'obstacles fiable. Ouais. On a aussi une partie système embarqué, même un petit peu ingénierie, parce que notre enjeu, c'est de rendre ce système portatif. Donc on veut pouvoir héberger le modèle d'IA qu'on va développer sur du matériel transportable, donc pratique pour l'utilisateur. Et il y a une partie de développement, pour le coup, développement mobile, où on veut relier tout ce système à une application mobile. À savoir que le verrou technologique qui justifie un peu ce projet et le financement qu'on a reçu, c'est d'intégrer d'utiliser en fait une caméra stéréo, c'est-à-dire une caméra qui intègre une composante 3D, composante de profondeur, et donc d'intégrer cette composante 3D dans les prédictions qui sont faites et essayer de trouver de la valeur ajoutée en fait à cette composante par rapport à une image qu'on pourrait obtenir en filmant depuis la caméra d'un téléphone. Par exemple, c'est pour ça qu'on utilise un système externe, parce qu'on utilise une caméra stéréo qui est assez spécifique. Est-ce que c'est de la détection en temps réel? C'est de la détection en temps réel. On parlera des enjeux, des difficultés technologiques. Donc il y a ce souci de performance, d'être capable de miniaturiser le système et de faire de l'inférence en temps réel et d'avoir des performances acceptables pour l'utilisateur. Et c'est drôle, merci pour la présentation, Lucas, mais quand tu as évoqué les travaux à Montréal, c'est pas l'image qui m'est venue tout de suite, même si effectivement les travaux sont nombreux à Montréal. Mais c'est pas le sujet du jour. Je pensais à l'hiver. L'hiver qui est une spécificité locale, hein, notamment avec la glace, la neige, le déneigement, etc. Ça doit pas être évident pour les personnes malvoyantes de circuler dans un contexte comme celui-ci. Oui, c'est vrai que j'ai parlé des situations, des obstacles. Il y a aussi les surfaces. Donc une surface glissante suite à la pluie où, tu l'as bien précisé, et c'est tout à fait adapté dans l'environnement Montréal à partir d'une certaine période, la neige, la glace. Ouais. Et t'as pas encore connu ça, mais tu vas vite. J'ai pas encore connu ça, moi, personnellement. J'ai pas encore connu ça. C'est vrai. D'accord. Bienvenue. Et donc on a réalisé Numeria, on a donc défini, structuré le projet avec vous plus précisément, et le projet a été financé par le gouvernement du Québec. Hein. Et je crois que votre partenaire financier c'est Prompt. Oui, donc c'est ça. Effectivement, on est passé par Prompt. Donc voilà, le projet est cofinancé par le ministère. Ouais. Et SDI Canada fournit aussi également donc une partie du projet. Bien sûr. Donc c'est effectivement voilà, on est passé par la série Prompt parce que c'est vrai qu'on n'avait pas forcément beaucoup d'expérience non plus au début, hein, pour être honnête, hein, pour la construction de ces dossiers. Ouais. Et je pense que Prompt nous a beaucoup aidé à nous aider à former ce dossier finalement, à le mettre tout en place. Ouais. Et donc c'est vrai que, d'ailleurs merci beaucoup Samy, si tu nous regardes, ça a été des semaines intenses avec toi, mais qui ont porté leurs fruits, et donc merci encore. Et aussi grâce à Prompt, c'est comme ça qu'on a connu le crime. Hein. Tout à fait. Donc c'est aussi cette mise en relation, je pense que donc passer par la série, c'était vraiment une idée judicieuse. Ouais. Puis je pense que c'est aussi la beauté de la chose. Hein. On a la chance de vivre dans un endroit où il y a un réseau IA très, très fort, finalement, hein, et tout le monde se connaît, et tout le monde est connecté. Et le référencement comme ça entre partenaires, moi je trouve que c'est quelque chose qui fonctionne bien, en tout cas. Parce qu'on vous aurait référé à Prompt aussi, pour la petite histoire. Ok, bah non, c'est vrai, vraiment, l'innovation collaborative au Québec, c'est quelque chose qui est énorme, parce que donc, les anciens projets aussi avaient été financés par le ministère de l'économie et de l'innovation. Moi, j'étais avant que j'arrive aussi dans mes fonctions chez SDI Canada, donc voilà, c'était mes prédécesseurs qui l'avaient fait. Ouais. Tout ça pour dire que voilà, SDI Canada a vraiment pour cette volonté de s'inscrire toujours dans cet écosystème de l'innovation collaborative qui est très très fort au Québec, effectivement. Est-ce qu'on peut revenir sur les incertitudes, Lucas ? Oui, bien sûr. Est-ce que tu peux nous donner les incertitudes qui pour toi ont été les plus, prenantes, et qui ont été confirmées, tu as donné déjà un début de réponse, et que tu retrouves encore aujourd'hui? Oui, bien sûr. J'ai mentionné le fait qu'on soupçonnait qu'il y avait des incertitudes. Ouais. Ça a été confirmé suite au travail du crime. Et pourquoi on s'en doutait ? Parce que c'est la détection d'obstacles, la navigation en milieu urbain, c'est un sujet bien sûr qui a déjà été étudié, on l'imagine. Nous, on a dit j'ai mentionné qu'on avait un verrou technologique qui était assez spécifique avec la composante 3D.
Mais c'est un sujet qui a déjà été étudié et qui ne fait pas du tout consensus dans le milieu scientifique. Il n'y a pas encore de solution commercialisée actuellement pour aider, que ce soit des personnes aveugles ou malvoyantes, mais même destiné à d'autres utilisateurs ou même sur les véhicules, c'est encore assez embryonnaire. Donc c'est un sujet dont on sait qu'il était très ambitieux et on allait être confronté à des problématiques. J'ai mentionné que une des plus grosses problématiques auxquelles on est confronté technologiquement, c'est la performance. Aujourd'hui, on a accès à des modèles d'IA qui sont extrêmement puissants mais qui sont dans le cloud. On a la possibilité, nous par la suite, on imagine dans notre application intégrer des fonctionnalités qui font appel à des gros modèles de LVM dans le cloud pour faire de la description d'images, etc. Mais dans un premier temps, notre priorité, c'est de rendre, tu le mentionnais, notre système fiable en temps réel. Ouais. Et donc, la première difficulté, c'est comment construire un système qui est performant, qui est fiable, mais qui est miniaturisable. C'est-à-dire qui est capable de fonctionner sur du matériel qu'on arrive à rendre portable, du matériel embarqué. Ouais. Nous, on travaille avec une caméra stéréo qui induit en fait des spécificités techniques sur le reste du matériel. Notamment, on est obligé de travailler avec certaines puces graphiques de manufacture NVIDIA. Donc ça nous restreint dans le type de matériel qu'on peut utiliser. Donc ça, c'est la partie vraiment qui allie l'IA au système embarqué, sur lequel il y a vraiment des défis intense. Et le deuxième défi, c'est la partie utilisateur, vraiment comment s'adapter aux utilisateurs. On a déjà eu l'occasion, on en reparlera, de rencontrer, on travaille avec une association, on a pu rencontrer des personnes aveugles et malvoyantes. Et on sait très bien que là, pour l'instant, on itère sur une première version du projet, un premier prototype, mais on va devoir le faire tester et on est tout à fait conscient que en fait, les besoins vont être redéfinis en permanence. Et il y a des tonnes de choses à dire là-dessus, je vais pas trop m'étendre, sinon je pourrais y passer des heures, mais il y a beaucoup de choses en fait qui vont être liées au retour qu'on a des utilisateurs. Et donc ça, on sait que ça va entraîner des défis qui sont encore à définir, qu'on ne connaît pas encore, mais on est bien conscient qu'ils sont là. Et puis d'ailleurs, c'est tout le principe de ce type de projet. On sait que la première version sera discutée avec le milieu preneur et que vous allez être alimenté par le milieu preneur et qu'il y aura une autre itération, etc. Donc je pense que l'intégrer depuis le départ, c'est important. Tout à fait. Construire le système pour les utilisateurs, mais avec les utilisateurs. Ouais. Avec et pour, oui, tout à fait. Ouais. Et le crime a dans son ADN et dans sa façon de travailler avec ses clients partenaires, un processus de transfert de connaissances. Est-ce que vous pourriez m'en parler de cette expérience-là, justement, le fait qu'on ne vous ait pas livré une boîte noire, mais plutôt que vous ayez été intégré au développement du projet tout le long, en fait. Comment vous l'avez vécu, vous ? Ouais. Moi, je peux commencer à en parler un petit peu, même si une bonne partie de cette période, c'était avant ma prise en fonction. Donc, la collaboration du crime se faisait avec mon prédécesseur Erwan. Comme tu le disais, on n'a pas du tout reçu comme ça un code source et une preuve de concept qui venait de nulle part. Il y avait déjà des points assez fréquents qui étaient faits. Je sais que mon prédécesseur Erwan interagissait beaucoup avec les équipes du crime, venait souvent ici au bureau. Et donc déjà, il y avait eu plusieurs versions en fait, du rapport de la preuve de concept qui nous avait été livrée à mi-parcours. Moi, je suis arrivé, j'ai pris mes fonctions en avril, donc c'était au moment où la preuve de concept finale a été livrée. On était encore en attente pendant quelques semaines au moment où je suis arrivé, et donc j'ai pu prendre connaissance déjà en fait de tout l'historique des échanges qu'il y avait eu, et donc de comment on était parti du besoin au début, et qu'au final, voilà, suite aux échanges avec le crime, on avait redéfini un petit peu les priorités de la preuve de concept. Il y a toute une partie du rapport qui concerne un travail sur les Light Vision Models qui n'était pas du tout prévu au début, et en fait, si on fait un petit peu de veille, on voit que ça évolue tellement vite sur ces sujets actuellement. En fait, suite aux échanges qu'on avait, il a été décidé en fait, d'accorder du temps pour travailler là-dessus. Donc ça, c'était avant la remise du rapport final. Mais même après, on est venu déjà, peu après ma prise de fonction au bureau, rencontrer l'équipe, suite à la livraison de la preuve de concept, du code source, pour discuter, poser les questions qu'on avait suite à la prise de connaissance qu'on en a faite. Et ensuite, on a eu plusieurs heures qui ont été consacrées à un suivi post-livraison, où on pouvait organiser des réunions avec les équipes pour poser des questions et suite aux difficultés qu'on pouvait rencontrer lors de l'intégration du modèle qui nous avait été livré.
Donc ça s'est fait vraiment de manière assez fluide et il y a eu beaucoup de rencontres, comme tu le disais. Ouais. Ouais, tout à fait. Si je peux rajouter un petit peu aussi sur cette question, moi je voudrais vraiment saluer on va dire la disponibilité du crime. Et comme tu dis, ouais, le suivi tout au long de la construction de la preuve de concept. Vraiment, on avait des réunions, je me souviens, tous les mardis après-midi, une semaine sur deux. Beaucoup de transparence dans la réalisation du projet. Beaucoup d'explications sur le code, et voilà, et de manière vraiment récurrente, ce qui fait que quand on est arrivé en avril, on a reçu la preuve de concept. Au final, ça n'a pas été, on n'a pas découvert tout le code source et pas savoir quoi en faire. On savait déjà quoi s'attendre. Et donc l'intégration aujourd'hui se passe plutôt bien, malgré les challenges dont on a parlé. Donc ça, non, c'est vrai que c'est vraiment un point fort du crime. Donc, ça, c'était pour la partie durant la preuve de concept, et puis aussi maintenant. Erwan aussi, pardon, bah, tu vois, c'est pour l'habitude après avoir travaillé 2 ans. Mais Lucas, tu pourrais nous parler c'est vrai que j'en ai pas parlé de la suite en fait post livraison, livraison qui est en cours aujourd'hui, et ça aussi qui est un point fort du crime. Ouais, parce que c'est vrai qu'on parlait du programme Numeria, donc la partie Numeria 1, Maxime en a parlé. Et là, actuellement, suite à la livraison, on s'est engagé aussi dans un processus de mentorat. Qui est déjà engagé là, depuis plusieurs semaines. On devrait en être à peu près on est sur la 4e semaine sur 17, je crois. Donc je rencontre et je travaille avec 2 chercheurs du crime, Marc et Ahmed, que je rencontre toutes les semaines pour me former sur des sujets. Alors actuellement, c'est des notions assez générales de sciences des données. Et on va ensuite spécifier sur la vision par ordinateur, donc avec des projets pratiques. Et donc ça s'inscrit dans le processus qu'on citait de développer des compétences IA au sein du pôle R&D S2I Canada, et on sait que c'est des compétences qui vont nous aider aussi à utiliser, à mieux comprendre, à utiliser, à pouvoir spécifier et entraîner le modèle que nous a fourni le crime. Merci d'en parler, Numeria 2, le mentorat. Et ce programme, est-ce que vous vous rappelez comment il a été designé? Quel était le processus de design, ou est-ce que vous vous en souvenez pas? Oui, c'était assez récent. Il y a eu, alors moi j'avais déjà pu rencontrer Marc et Ahmed qui avaient travaillé sur la preuve de concept déjà. Donc je les avais rencontrés lors des réunions qu'on avait fait post-livraison et au moment de la livraison. On se connaissait déjà un petit peu et on s'est re-rencontrés pour faire un point sur mes compétences, sur mon profil, parce que moi de formation je suis développeur web et aussi d'expérience. Qui fait que j'ai certaines compétences dans certains langages et pas dans d'autres. Et donc, on a fait un point avec, Maxime était présent aussi, Ahmed, Marc, pour déjà dresser mon profil. Et à partir de ça, en fait, on a construit le plan de mentorat qui nous a ensuite été transmis. Et il y a eu plusieurs itérations aussi où on a redéfini. Et on a fini par valider un plan par semaine avec des sujets et des temps accordés. Ça reste assez flexible finalement dans la pratique. Je peux accorder plus de temps à un sujet si j'ai plus de lacunes. Ça va plus vite, c'est très très flexible. Et c'est un parcours qui a été designé uniquement pour toi? Ouais, tout à fait. C'était vraiment personnalisé pour le coup. C'est ça qui est fort, c'est que c'est vraiment adapté aux besoins et à l'état actuel de l'entreprise et des personnes qui travaillent dans cette entreprise. C'est un croisement entre les besoins de l'organisation, les besoins de la personne qui va suivre le mentorat et son niveau, en fait. C'est ça. Et ça, c'est un programme, puisqu'on parlait de partenaire tout à l'heure avec Prompt, qui vous a accompagné dans le montage financier de votre projet R&D. Et ça, c'est un programme qui est supporté par un autre partenaire qui s'appelle Scale.ai, et qui permet justement de donner accès à d'expertise dans le cadre de transfert de connaissances par le mentorat, en fait. Donc, heureusement qu'on les a aussi. Merci Mathieu de souligner, parce que c'est vrai que pour une entreprise comme S2I Canada, c'est vrai que c'est aussi grâce à ces programmes Scale.ai que ces mentorats peuvent voir le jour. Donc, tout à fait. On a parlé beaucoup d'incertitudes technologiques, parce que c'est le principe même du développement expérimental. Est-ce qu'on peut parler des autres défis qui sont associés au projet en général? Est-ce que vous avez rencontré des défis qui sont autres que ceux de l'incertitude technologique? Et vous avez dû relever peut-être des défis internes, des défis avec le milieu preneur, des défis autres? Oui, c'est une bonne question. C'est vrai que on en a un petit peu parlé déjà, mais le défi avec le milieu preneur, c'est quand même un gros défi. Je pense que ça vaut le coup de développer un peu sur cet aspect-là.
Parce que, donc, effectivement, dès le début du projet, on a voulu impliquer le milieu preneur, parce que c'est vraiment la pierre angulaire hein, pour ce projet-là. Si on fait un projet qui finalement n'est pas utilisé par les personnes aveugles et malvoyantes, bah, il n'y a pas d'intérêt de faire ce projet-là. C'est bon. Donc on avait, notamment, je me souviens de cette journée qu'on avait fait au mois de janvier, où on avait fait venir donc une dizaine de personnes aveugles et malvoyantes. Donc comment on avait pu mettre ça en place? C'est qu'S2I Canada travaillait avec cette association Altergo depuis plus de 2 ans maintenant. Donc qui travaille avec plusieurs personnes en situation de handicap et qui aide justement pour l'accessibilité universelle. Et donc, il nous avait permis de nous mettre en relation avec des personnes souffrant de déficience visuelle. Et donc, on avait pu organiser cette grande table ronde où on avait présenté notre projet, en tout cas l'idée qu'on en avait au début, et pour un petit peu obtenir des réactions de ce milieu preneur. Et c'est vrai que donc, premièrement, l'idée du projet avait été très bien reçue. On avait vraiment ressenti un manque, un besoin de la partie du milieu preneur pour le système qu'on développe. Mais c'est vrai on s'était rendu compte qu'il y a énormément, pour revenir aux incertitudes, aux difficultés, il y a énormément de choses à faire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de problématiques auxquelles ils font face dans les rues. Il y a beaucoup d'obstacles. Et donc, nous, on ne veut pas promettre la lune, on ne va pas pouvoir détecter tous les obstacles d'une rue. Non. On va se focaliser sur certains obstacles. Et donc, bah, voilà, une première problématique, c'est ça, c'est le nombre d'obstacles qui sont à détecter, qui sont absolument énormes. Mais on a décidé de se concentrer sur les obstacles qui, notamment, ne sont pas détectables avec la canne. Parce que la canne est quand même un outil qui ne va pas aujourd'hui, qui est utilisé et qui ne veut pas être remplacé totalement. Et donc, par exemple, bah, nous, on se rend compte que tout ce qui est escalier descendant, quand on ne peut pas vraiment détecter avec la canne un décrochage, donc un escalier, bah là, il y a vraiment un besoin. Et donc, ça nous a vraiment permis, cet échange avec le milieu preneur, pour vraiment un peu recentrer notre sujet. Mais on se rend compte que ça pourrait évoluer. Il y aura d'autres enjeux. Donc ça, je pense que c'est la plus grosse difficulté. C'est comment adresser un maximum de problématiques que le milieu preneur peut avoir. Oui, parce que vous avez adressé une partie du problème, mais pas la totalité finalement. C'est ça. C'est ça que vous êtes rendu compte. On pourra pas, c'est ce qu'on s'est rendu compte. On pourra pas adresser absolument tous les problèmes, mais par contre, ça nous permet de recentrer quand même notre approche, et on veut vraiment y aller de manière incrémentale. C'est-à-dire qu'au début, bah voilà, on s'est rendu compte la problématique de l'escalier. On a aussi tout ce qui est obstacle à hauteur de buste, qui peuvent pas être détectés. Par exemple, bah, des petits balcons là qu'on peut avoir dans les rues, ou des panneaux de signalisation. Bah, ça, la canne ne va pas le détecter, et on peut rentrer en collision au niveau du bus sur ces objets-là. Donc ça, c'est un autre aspect sur lequel on veut se concentrer. Donc on va faire vraiment une itération agile. Ok, on se concentre sur un premier obstacle, on va au maximum, que le système soit fiable et fonctionne, puis on ira sur le deuxième système. Plutôt que se dire, ok, on va prendre tous les obstacles d'un coup. Au final, là, on va peut-être se perdre, en fait. On va pas arriver à une preuve de concept, à un système qui fonctionne. Vraiment, ce qu'on appelle, en bon français, excusez-moi, mais le MVP, le Minimum Viable Product, pour qu'au moins, on ait un système qui fonctionne, partir de là, et l'incrémenter au fur et à mesure. Un autre défi dont on s'est rendu compte, c'est la diversité des pathologies, en fait, des personnes aveugles et malvoyantes. Déjà, son nom l'indique, on a des personnes aveugles, des personnes malvoyantes. Tout à fait. On a des personnes qui sont aveugles de naissance, on a des personnes qui ont perdu la vue totalement ou partiellement suite à un traumatisme, à un accident. Et donc, ces personnes-là, elles ont des besoins qui varient, elles ont une approche, elles ont une manière de naviguer dans le milieu urbain qui est différente, elles ont des attentes qui sont très variées aussi. Dans l'approche des distances, une personne qui n'a jamais vu, la notion de mètre, de détecter un obstacle à 3 mètres n'est pas la même pour elle qu'une personne qui a perdu la vue récemment. Il y a des personnes qui se font une image mentale très claire de ce qui se passe autour d'eux, d'autres non. Nous, par exemple, on imaginait au début, avec cette composante profondeur dont je parlais, elle nous permet de constituer une vue d'oiseau de la scène, en fait, donc d'avoir tout ça sur un seul plan. Et on se disait, on va dessiner une sorte de rectangle devant l'utilisateur qui sera la zone d'alerte à monitorer. On va notifier l'utilisateur d'un obstacle quand il rentre dans cette zone. Mais par exemple, on a un utilisateur, une personne aveugle et malvoyante qu'on a rencontrée, qui est partiellement aveugle et qui voit
seulement dans la partie inférieure droite de son œil. Donc cette personne, elle va avoir tendance à se déplacer en biais. Et donc si on fait porter la caméra par l'utilisateur par un harnais et qu'elle est centrée avec son buste, pour cette personne-là, là, en fait, la zone de monitoring n'est plus du tout adaptée. Et donc, voilà, il y a ces défis-là. Donc, on imagine un système de profil potentiellement sur l'application qui permettrait de définir, suivant les pathologies, les zones à monitorer, tout ça. Pareil, il y a beaucoup de choses à dire, mais c'est les prémices, en tout cas, de beaucoup de défis qu'on va pouvoir rencontrer qui sont liés au profil des utilisateurs. Ouais. J'ai l'impression que c'est le début d'une belle aventure. Je vous c'est ambitieux, parler, clairement. C'est vrai que c'est juste se dire qu'une personne finalement qui est non-voyante de naissance et une plus tardivement par accident ou autre, n'a pas la même relation à son insuffisance. Exactement. Tout à fait, ouais. Et donc ça influence votre technologie, ça influence comment vous pouvez aider ces personnes, et tout ça, ça doit être des défis. Exactement, C'est le mot, ouais. tout à fait. Et justement, en parlant de défis, est-ce qu'il vous a eu je vais revenir au cœur du projet, est-ce que vous avez connu des ajustements ou des changements de direction inattendus au cours du projet, en fait? Vous étiez parti sur une track, Ouais. Lucas a commencé à en parler un petit peu, et vous avez dit finalement, là, il y a une opportunité, puis peut-être qu'on va explorer cette opportunité-là. Oui, sur la partie vraiment technique, c'est l'intégration déjà la brique vraiment technologique du système. Je parlais tout à l'heure qu'on est confronté à des limitations matérielles, qu'on doit travailler avec certains types de processeurs graphiques. Nous, on avait imaginé utiliser des puces de manufacture Nvidia, donc c'est la gamme, c'est une gamme qui s'appelle Jetson. C'est des mini-ordinateurs avec des GPU Nvidia. Ouais. Et donc on avait choisi, en fait, déjà considéré un des produits qu'on avait commandé, qu'on avait commencé à utiliser. Et en fait, on s'est rendu compte que le modèle qu'avait développé le CRIM, avec toutes les dépendances des librairies de programmation qu'elles utilisent, on ne pouvait pas l'installer et le faire tourner sur le matériel qu'on avait acheté. Et donc, on a changé d'approche, en fait. Aujourd'hui, on travaille sur du matériel qui est pour l'instant pas embarqué, qui n'est pas miniaturisé, des ordinateurs normaux. Ouais. Pour apprendre, pour mieux connaître, pour développer nos compétences, mieux comprendre, connaître le modèle qu'on utilise et savoir qu'est-ce qu'on peut se permettre en termes de limitation matérielle hardware. Et en fait, on priorise ça pour, par la suite, on sait très bien qu'il y a un moment où on va devoir miniaturiser notre système. Ouais. Et à ce moment-là, on le connaîtra mieux et on saura quel matériel on peut acheter et quel matériel on ne peut pas choisir pour installer notre système. Donc ça, c'est une première partie. Et ensuite, il y a eu une redéfinition suite à mon arrivée un petit peu de notre approche aussi côté project management. On s'est rendu compte que mon prédécesseur Erwan avait beaucoup travaillé sur la partie IA, avait commencé à constituer un jeu de données, à entraîner, à faire de l'étiquetage sur des services cloud, etc. Et c'était à raison, parce qu'on sait très bien que c'est le cœur du projet. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir ce modèle du CRIM qui nous a été livré, qui est déjà qui est déjà fonctionnel et fiable, qu'on peut déjà utiliser pour un premier prototype. Il est capable de détecter des obstacles. Il y a plusieurs approches, il y a plusieurs options. Il a vraiment été livré. J'en parlerai après pour décrire la preuve de concept. Et donc, ça nous a permis de nous recentrer vraiment sur l'assemblage des briques fonctionnelles nécessaires pour avoir un premier prototype du système. Donc, c'est-à-dire installer le modèle du CRIM, le faire tourner, le connecter à notre caméra et communiquer les informations qui en sortent à notre application, transmettre cette information à l'utilisateur par synthèse vocale. Ça, c'est notre objectif direct. Okay. Et ça nous permettra en fait de commencer à faire tester le système par des utilisateurs et, comme je disais précédemment, commencer à itérer en fait sur les besoins. Ouais. Et on sait très bien que la partie entraînement, spécification du modèle, par la suite, ça va rester quelque chose d'absolument essentiel dans le projet. Et on peut avoir toutes les autres briques. On peut avoir notre application mobile qui est très jolie. Oui. On peut avoir notre système qui est facile à installer. Si le modèle derrière ne détecte pas les obstacles correctement, notre système n'est pas utile. Donc on reste conscient de ça. Super. Merci pour ces précisions. Est-ce que, une fois la phase de développement réalisée, est-ce que vous pourriez nous décrire à quoi ressemble le livrable, en fait, la preuve de concept? Oui, tout à fait. Tu vas commencer à en parler, Lucas, mais... Ouais, je commençais à en parler, je me suis dit, mais il me semble qu'il y a une question après là-dessus.
Cette preuve de concept, elle est constituée déjà d'un code source qui nous a été livré. Ce code source, c'est pas un modèle comme ça qu'on utilise directement, il a vraiment été construit, et la philosophie, c'était de le construire comme une boîte à outils. En fait, il y a plusieurs... c'est des choses qui sont décrites dans le livrable, dont je parlerai aussi. Il y a plusieurs baselines, en fait, à la source de la détection d'obstacles, il y a plusieurs approches qu'on peut utiliser et choisir déjà. Donc il y a cette partie-là. Et ensuite, il y a, je le mentionnais, notre verrou technologique, l'ajout de la composante profondeur. Donc le crime a beaucoup travaillé là-dessus. Et donc déjà, on a ce modèle qui est personnalisable, qu'on peut utiliser de plusieurs manières. Donc on peut faire du benchmarking, des tests sur quelle solution, quelle approche fonctionne le mieux, qu'est-ce qui permet de mieux détecter certains obstacles et pas d'autres, aussi les performances, on en parlait au début. Et on obtient déjà, j'ai décrit précédemment, une bird's eye view, une vue d'oiseau par le dessus, avec la zone de monitoring qui est pour l'instant notre rectangle. Et on a une démo déjà aussi assez visuelle qui nous a été fournie, qui nous a permis directement, quand on l'a reçu, d'installer, de nous rendre compte de ce que faisait ce modèle, de ce qu'il détectait, de ce qu'il ne détectait pas. Ça, c'est le code source, qui est documenté également, tout ça. Et on a un document assez... J'ai dû en prendre connaissance dès que j'ai pris mes fonctions, ça me faisait assez peur. On m'a dit, voilà, tu vas lire une preuve de concept de 100 pages, et c'est de la recherche. Je me suis dit, ça va être... indigeste, exactement, c'est le mot que je cherchais, à lire. Et en fait, vraiment pas tant que ça. J'ai pris beaucoup d'intérêt à la lire. Et donc ce rapport, il est constitué... Alors il y a une partie assez technique, effectivement, qui décrit voilà, les baselines dont je parlais, d'où elles viennent, comment elles ont été utilisées, comment elles ont été implémentées. Il y a une introduction qui, moi, m'a beaucoup intéressé, et j'étais pas familiarisé avec ce processus. J'étais un petit peu familier avec la veille technologique, mais là, c'était vraiment de la veille de littérature scientifique qui a été faite avant, en fait, de commencer le développement. Et ça, c'est extrêmement intéressant, et c'est une approche qu'on essaie d'utiliser aussi désormais dans notre travail au quotidien au sein de la R&D, parce qu'on fait de la recherche, et c'est absolument essentiel. Et on en parlait tout à l'heure, suite aux échanges qu'il y avait assez régulièrement entre le CRIM et S2I Canada, il a été décidé de consacrer toute une partie de ce rapport à l'analyse des performances et du potentiel de l'utilisation des Live Vision Models dans le cas de la Live Vision Model plutôt, dans le cas de la description de scène et de la détection d'obstacles. Donc il y a aussi toute une partie de ce rapport. Et il y a des conclusions qui sont tirées, donc je disais aussi tout à l'heure, qui nous confortent dans l'idée qu'on se faisait des incertitudes technologiques qu'on pourrait rencontrer. Et il y a des avertissements aussi qui nous disent attention, ça, vous pouvez le faire, mais c'est très compliqué. Il y a des conseils. Voilà, en restant tout à fait, ça reste assez objectif, c'est toujours sourcé. Il y a tout le rapport derrière qui justifie ces conclusions. Mais donc voilà, je l'ai en tout cas pas du tout lu comme un papier de recherche scientifique très, très pompeux. Et c'était très intéressant, et c'est un document qu'on utilise encore régulièrement et qu'on relit, moi que je relis souvent. Comme un document de travail finalement. C'est ça, comme une sorte de documentation. De référence finalement. Voilà, exactement. Quelques mots sur la preuve de concept ? Oui, tout à fait. C'est vrai que moi, ce rapport, quand on l'a reçu, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait vraiment absolument tout dedans, de tout ce qui avait été traité pendant c'est toutes les 2 semaines là, dans les réunions dont je parlais. Et effectivement, toute cette partie sur les LVM là, qui n'était pas prévue en début de projet, on va dire cette flexibilité du crime aussi à s'adapter en cours de projet, parce que ça fait partie de la preuve de concept. Ça, c'est très apprécié parce que au final, on se rend compte en cherchant que y a des aspects qu'on n'avait pas forcément prévus au début, et qui finalement, ces modèles-là, ils sont de plus en plus performants. Ça fait vraiment partie de l'actualité. Ça serait une erreur de ne pas les intégrer finalement à la preuve de concept. Donc cette flexibilité du crime, cette capacité à réagir de manière très agile avec nous, l'entreprise, pour intégrer cette composante, ça c'est vraiment très bien pour la preuve de concept. Donc typiquement, c'est elles-mêmes qui décrivent des scènes. Nous, c'est parfait pour notre projet, puisque typiquement, pour avoir une personne aveugle et malvoyante qui se retrouve dans la rue, eh bien, on pourrait utiliser ces modèles-là pour donner une description finalement de l'environnement, pas forcément que éviter des obstacles, mais dire voilà, ça fait partie des composantes de notre projet qu'on veut à la fin. Décris-moi la scène.
eh bien tiens, il y a un banc ici, il y a un lampadaire ici. Et en fait, le banc, ça peut être vu comme un obstacle, mais aussi comme un objet pour se reposer, tout simplement, fait. et donc on pourrait aller se reposer. Donc voilà, l'intégration dans la prod de concept, l'intégration de cette partie-là, était c'est pour ça que j'insiste dessus, parce que c'était vraiment c'est dans l'air du temps, et je pense que c'est un atout de l'avoir intégré à notre projet. Et moi, je suis curieux. Comment on réagit quelles ont été les premières réactions du milieu preneur? Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais comment vous avez présenté le projet finalement et ce qui a été réalisé? Oui. C'est ça en fait, quand on a fait cette journée avec des personnes aveugles et malvoyantes, la première réaction, c'était vraiment qu'il y avait un besoin. Et donc ça nous a vraiment réconforté dans l'idée de notre projet, dans ce qu'on était en train de réaliser. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'obstacles qui ne sont pas détectés dans la rue. On a aussi eu des témoignages que pour 1 heure de navigation, de marche dans la rue, pour certaines personnes aveugles et malvoyantes, ça peut être équivalent une charge mentale d'une journée pour des personnes voyantes. Puisqu'il faut toujours être concentré au moindre bruit. Donc l'audition était vraiment c'est le sens pilier, auquel on se base quand on ne voit pas. Et donc il y avait vraiment cette charge mentale qui est très importante. Donc il y a vraiment un besoin d'un outil, de l'utilisation des nouvelles technologies pour aider ces personnes à se naviguer dans les rues. Donc vraiment, c'est ce grand besoin qui nous a réconfortés et qui nous a aidé, donc le milieu preneur, justement, un petit peu à recadrer, définir les objectifs de ce projet pour qu'on arrive à un système qui est vraiment utile finalement. Donc ça, c'était les premières réactions du milieu preneur. Pour les résultats, on est encore dans la phase de construction du premier prototype. Et donc, on devrait avoir de nouvelles séances là dans les mois qui viennent. Donc là, pour les résultats, on en parlera un petit peu plus tard. Mais en tout cas, pour la phase de création de l'annonce du projet, c'était vraiment bien reçu. Et voilà, encore une fois, vraiment un grand besoin à ce type de projet. Est-ce que Lucas, tu veux compléter? Non, rien à ajouter. C'était complet. Il a bien résumé. Ouais. Est-ce que les résultats qui vous ont été livrés vous permettent aujourd'hui donc de poursuivre les travaux? Lucas en a parlé un petit peu par rapport aux défis qui rencontraient aujourd'hui, ceux qui étaient prédits et qui sont confirmés. Est-ce que vous avez l'énergie, le goût d'aller au bout de cette aventure? Oui, bien sûr, tout à fait. Comme tu le disais, il y a des difficultés, il y a des défis auxquels on est confronté chaque jour. C'est un petit peu le lot du travail de recherche. Je suis en train de le découvrir. Donc c'est sûr que c'est difficile par moment, mais c'est aussi un projet moi quand je compare à ce que j'ai pu faire précédemment dans mes précédents projets qui étaient dans l'industrie informatique plus classique, on va dire, c'est aussi beaucoup plus excitant. On fait de la recherche, on sait, comme Maxime vient de le dire, on nous confirme, on est conforté dans notre idée qu'on répond à un besoin à chaque fois qu'on rencontre des personnes aveugles et malvoyantes. Donc ça nous donne l'énergie pour continuer, c'est sûr. Pour l'instant, il n'y a pas de point bloquant majeur qui nous empêche de travailler et d'avancer. Chaque semaine, on avance à un rythme qu'on ne peut pas prévoir à l'avance. C'est difficile de savoir où on en sera. La fin du projet est prévue pour septembre 2025. On ne sait pas ce qu'on livrera à ce moment-là. On avance à notre rythme. Aussi, la structure de notre pôle R&D fait qu'on ne peut pas prévoir à l'avance la ressource qu'on aura, parce que moi, je travaille à plein temps, je suis permanent sur la R&D. Mais en fait, l'idée de ce pôle, c'est de pouvoir intégrer, on a un certain nombre de consultants qui sont chez nos clients et qui parfois, entre deux missions, sont en intercontrat. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir intégrer ces consultants au projet R&D pour les mettre à contribution lors de cette période et leur permettre de développer de nouvelles compétences, de travailler sur un projet un petit peu différent. Et donc, c'est assez variable en fait. On a eu des moments, moi j'avais pas encore pris mes fonctions, mais on avait 10 consultants qui travaillaient à la R&D et on a des moments où on a seulement une seule personne. Donc sur les ressources qu'on a, c'est assez variable et donc on ne sait pas où on en sera. On ne sait pas si on livrera un prototype, une sorte de preuve de concept également qui
qui conforte qu'il y a du potentiel dans l'utilisation de la composante 3D d'une caméra dans la détection d'obstacles? Est-ce qu'on arrivera à livrer une application qui est déjà utilisable par des personnes malvoyantes? Est-ce qu'on pourra... est-ce que quelqu'un, un centre de recherche, une start-up pourra reprendre notre code source pour continuer à travailler dessus? On ne sait pas, mais en tout cas, on sait qu'on livrera quelque chose, on sait qu'il y a un besoin, et donc c'est ce qui nous motive à travailler chaque jour. Et pour l'instant, on n'est pas bloqué en tout cas. Super. Là, donc en fait, si je comprends bien, c'est que vous aviez déjà un calendrier qui était programmé, Ouais. et que quelle que soit la maturité finalement du livrable, vous continuez d'avancer jusqu'au bout de l'exercice, et du mieux que vous pouvez finalement. C'est ça, c'est un peu en mode meilleur effort possible. Là, maintenant, maintenant que la preuve de concept est livrée, on est dans la phase d'intégration de l'algorithme de la preuve de concept livrée par le CRIM dans notre matériel, dans notre système. Ouais. Et donc, le but, c'est d'avoir ce premier prototype sur des obstacles bien définis, comme on l'expliquait, et de le faire tester. Donc, on veut vraiment quand même arriver à ce concept, ce prototype qui fonctionne. Après, d'aller plus loin sur de la commercialisation, c'est pas le cœur de métier d'S2I, mais en tout cas de pouvoir, en fin de projet, notre objectif c'est d'avoir un prototype fonctionnel qui répond à des besoins, un certain nombre, le maximum sera le mieux, mais en tout cas le minimum qui a été énoncé par les personnes aveugles et malvoyantes, qui répond à ces besoins, et c'est notre objectif, d'avoir un prototype fonctionnel. Et faire de la recherche et de l'investissement, on en parlait tout à l'heure. Sur le plan organisationnel, au plan de l'organisation, comment vous mesurez l'impact finalement de ce projet sur le plan opérationnel, rayonnement, stratégique? Est-ce que vous avez suffisamment de recul pour dire oui, on est dans la bonne direction et voici pourquoi on est dans la bonne direction? Oui, très bonne question. Donc sur le plan, on va dire plus à l'échelle de l'entreprise, Ouais. comme j'évoquais un petit peu plus au début du podcast, on est vraiment aujourd'hui plus dans cette phase exploratoire. Ouais. On a ce pôle R&D, cette volonté de grandir en IA, parce qu'on sent que nos clients, dans notre milieu, il y a ce besoin de l'IA. De plus en plus, on parle de l'IA. Aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui en parlent, mais en tout cas pour nos clients, qui en font pas encore beaucoup. Ouais. Mais ça va venir. On va avoir ce besoin qu'on fournisse, qu'on ait un pôle IA performant qui permette de traiter des sujets chez nos clients. Donc là, on est vraiment en phase exploratoire. Peut-être qu'effectivement, on n'a pas encore assez de recul pour mesurer les répercussions à long terme de manière opérationnelle. Mais en tout cas, on espère vraiment que ce pôle R&D et ces projets d'IA qu'on fait nous préparera au mieux pour la suite, et d'être prêt le jour où vraiment on aura chez nos clients des besoins en IA. Ouais, si je comprends bien, vous servez à la fois des projets sociétaux à travers ces projets R&D en IA, mais en même temps, ça vous permet aussi d'augmenter votre maturité technique sur le savoir-faire en IA, finalement. Si je devais résumer, c'est ça. Tout à fait, c'est ça. Puisqu'en fait, comme je disais, nous, S2I Canada, notre mode d'affaires, c'est pas de commercialiser un produit fini, mais c'est de former nos cerveaux, de monter en compétence le savoir-faire pour ensuite apporter de la valeur ajoutée à nos clients. Et donc, c'est vraiment l'intérêt de ce pôle IA, de ce pôle R&D, c'est de grimper en compétences. Tout en faisant du bien à la société. Tout à fait, sur des sujets qui sont donc comme je disais, dans les valeurs RSE d'S2I Canada, qui ont été définies par nos collaborateurs. Et donc, c'est pas forcément en lien avec des besoins de nos clients. Aujourd'hui, c'est vraiment en lien avec nos idées, nos valeurs au sein de l'entreprise. Et donc, c'est ça qui est super agréable, la R&D aussi, c'est qu'on a cette liberté finalement de travailler sur ce qui nous plaît, sur ce qu'on a envie, et pas forcément sur ce que nos clients nous disent de faire. Oui, et puis travailler les notions de cohésion aussi chez vous et de mise en cohérence, c'est très important. Tout à fait. Il y a un enjeu aussi humain dans le bien-être des consultants. Je parlais de ces périodes d'intercontrat qui sont propres à notre type d'activité. Moi, j'ai travaillé dans ce secteur avant, donc je sais ce que c'est. C'est pas des périodes qui sont toujours très agréables pour un développeur, pour un consultant, d'être entre deux projets, de parfois avoir rien à faire.
là, de pouvoir intégrer en fait nos collaborateurs sur un projet comme ça, qui est un projet d'utilité publique, avec des technologies qu'on a choisies, et qui est multidisciplinaire, donc sur lesquelles ils peuvent aussi, on leur laisse vraiment la possibilité de, voilà, s'ils ont envie de monter en compétence sur le développement mobile, on a une partie développement mobile, s'ils sont intéressés par l'IA, on est en train de travailler justement de faire en sorte que je puisse être un référent pour les intégrer sur cette partie. On a travaillé là, il y a quelques semaines avec un de nos consultants qui a travaillé avec nous pendant 3 semaines lors d'un intercontrat. Il était absolument ravi à la fin d'avoir travaillé sur le projet, c'était beaucoup amusé. Donc ça, c'est clair que ça, c'est peut-être moins palpable, mais c'est important aussi pour l'entreprise. Oui, et puis de prendre du plaisir dans ce que l'on fait aussi, c'est important. C'est important. Et avec du recul, est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez fait différemment? Pour l'instant, c'est dur à dire. Ouais, c'est ça. Je dirais, repose-nous la question dans un an quand on aura fini le projet. C'est un rendez-vous alors. Pardon? C'est un rendez-vous alors. Tout à fait, on le prendra avec plaisir. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des entreprises qui veulent entreprendre, puisque vous avez été dans cette démarche-là, vouloir entreprendre un projet en IA. Donc vous avez des leçons apprises et puis de l'expérience maintenant. Est-ce que vous auriez des conseils à donner à des entreprises qui veulent se lancer dans des projets en IA? Je commencerai et puis tu pourras compléter Vas-y. si tu veux, Lucas. Je pense que le premier conseil, c'est de se faire bien accompagner, comme on a pu le faire, avec le crime par exemple. Merci. Non, c'est vrai qu'en fait, on s'est rendu compte que quand c'est... voilà, on en parle beaucoup et c'est quand même des sujets assez complexes, des sciences de données, des modèles qui sont très complexes. Donc vraiment, se lancer comme ça, tête baissée, sans avoir forcément les experts avec nous, ça peut être vite compliqué. Donc nous, c'est... en tout cas, moi, d'un point de vue gestion de projet, ce serait vraiment ce que je dirais pour dérisquer les projets d'IA. On ne se lance pas dans l'IA comme ça, sans compétences, sans expertise. Donc se faire bien accompagner. Et le deuxième volet, on s'est rendu compte aussi que dans les projets d'IA, la composante donnée est au cœur de l'IA. Donc bien aussi être au courant qu'il va falloir un certain grand nombre de données. Donc savoir est-ce que de la donnée est disponible pour l'application qu'on veut faire. Parce que ça, c'est aussi des questions qu'on a eues, notamment dans les échanges dans la construction de la preuve de concept. Pour pouvoir entraîner notre modèle par la suite sur des obstacles spécifiques, il va falloir des grands nombres de jeux de données. Donc s'assurer en amont que ces jeux de données vont être disponibles, qu'on puisse les trouver correctement pour entraîner et développer son modèle. Moi, je rajouterais la philosophie de travail de la recherche, c'est-à-dire alors l'agilité, on en parle beaucoup en tant que méthodologie de projet, notamment dans les projets informatiques, mais c'est une philosophie avant tout, c'est la philosophie de redéfinir en permanence les besoins de notre projet, d'itérer, de délivrer de la valeur assez fréquemment, et de réitérer, dans notre cas, par exemple, c'est de rencontrer les utilisateurs assez fréquemment, en fait, dès qu'on a quelque chose à livrer, de redéfinir ce qu'on veut faire. Et donc, dans un milieu, alors, déjà de recherche, et en plus sur l'IA, où chaque semaine, chaque mois, il y a des avancées technologiques majeures qui sont publiées. En fait, voilà, il faut pas s'embourber dans une vision du projet qui était peut-être la bonne au moment où on l'a eu, mais qui n'est plus du tout à jour au bout d'un mois. Et donc, d'être agile, d'être flexible, de redéfinir en permanence la vision du projet, je pense que c'est très important. Merci pour ces conseils, précieux conseils. On va arriver sur la fin de notre rencontre, mais j'ai une dernière question, et puis je pense que celle-ci elle est très importante. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Très bonne question. Je vais répondre avec la devise de S2I Canada, qui est développer ensemble un monde numérique et durable. Et donc, le premier volet, c'est développer. Donc, je dirais pour S2I Canada, c'est forcément continuer à grandir avec nos clients, voilà, qu'on puisse grandir, c'est un peu la partie business. Ensemble, c'est vraiment continuer justement ces collaborations dans l'écosystème de l'innovation collaborative. Donc notamment avec des centres de recherche comme le CRIM,
avec Prompt. On veut vraiment que S2I Canada continue à s'inscrire durablement dans cet écosystème. Et dans un monde numérique et durable, eh bien, c'est faire des projets justement d'intérêt public, qu'on arrive à développer ce système, qu'en fin de projet, on ait un projet qui fonctionne, qui soit utile pour les personnes aveugles et malvoyantes, voilà, pour améliorer la société dans laquelle on vit. Donc voilà, pour la conclusion, je pense que c'est vraiment cette devise qui résume bien les ambitions, les enjeux et la volonté des S2I Canada. C'est assez bien dit. Ouais, Maxime a parlé beaucoup d'enjeux business. Moi, d'un point de vue plus personnel sur vraiment ce qu'on fait, je rebondirais sur la dernière partie, c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne, d'avoir rien qu'un utilisateur, une personne aveugle et malvoyante qui nous dise que notre système l'a aidé à réduire sa charge mentale, l'a aidé à naviguer de manière plus aisée en ville. Rien que ça, moi, ça serait déjà une conclusion et un aboutissement qui serait très très important. Donc, je suis convaincu qu'on va être nombreux à vous souhaiter la même chose. Merci. Merci. Maxime, Lucas, merci d'avoir été nos invités. C'était un très grand moment de plaisir de vous avoir avec nous. Et bien, le rendez-vous est pris dans un an. Alors, on se redonne des nouvelles. C'est noté. Très bien. Merci Mathieu, merci Okrem. Merci. Compétitivité. Productivité. Opportunité. Impact social et économique. Croissance.